puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel, voilà, je viens là, près de vous, maintenant. Aujourd'hui, c'est Nina Vernet, cofondatrice du Labo Collectif, qui a gentiment accepté de nous accorder un moment. Alors, le Labo Collectif, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2017 par Mathilde Prada et par toi, Nina. Votre association, elle œuvre pour faciliter le dialogue entre les individus, notamment à travers la promotion de la médiation. C'est ça, Nina? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bonjour, merci de m'avoir accueillie. Donc moi, j'ai grandi à Lyon et j'ai fait des études de droit. Je recontextualise un petit peu d'où est née l'association. Donc j'ai fait des études de droit privé, et la matière pénale m'a énormément intéressée. Donc sur un Master 1, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'était le quantum pénal et la peine et ce que représentait la punition. Au même moment, j'ai été bénévole dans une association qui s'appelle le Génépi, qui œuvre pour, d'une part, en 2019 ils ont arrêté, mais d'une part on intervenait dans les prisons, où on donnait des ateliers de sensibilisation, soit de sensibilisation à un sujet, soit c'était des cours de français, etc. Moi, c'était des ateliers de jeux, de construction de jeux et de débats. Et cette association, il y avait également tout un côté qui était de la sensibilisation auprès du public. Donc là, on sensibilisait les personnes à l'extérieur de la prison sur ce qu'est un milieu de privation de liberté. Donc il y avait ces études de droit et à côté cette expérience en prison qui a été assez marquante pour moi. Et parallèlement, j'ai trouvé la réponse pénale en fait insuffisante et j'ai commencé à m'intéresser aux modes alternatifs de règlement des conflits et donc de la médiation. La médiation, c'est comment, pour parler à deux, il faut être trois, en fait. Et c'est le médiateur qui représente un facilitateur de dialogue. Et donc là, j'ai Master 1 et 2 autour de la médiation, toujours en continuant le Génépi, et découvrir le monde associatif qui me plaisait beaucoup parce qu'il y avait cette hiérarchie horizontale où en fait c'est des codécisions, c'est des temps de discussion, c'est des assemblées générales. Voilà, c'est aussi des moments très conviviaux qui me parlaient. Et de là, fin d'études, mémoire sur la socialisation par le conflit chez l'enfant. Donc je m'intéresse à une école en particulier qui s'appelle l'école du Chapoly, qui est une école nouvelle. Et ils ont accepté de me recevoir pour mon stage de fin d'études où on a essayé de mettre en place de la médiation par les pairs. Donc la médiation par les pairs, c'est un système dans l'école où on va remettre le soin aux enfants de gérer leurs propres conflits. Donc pair, c'est P-A-I-R, le pair, c'est-à-dire un égal, donc deux enfants qui règlent le conflit de deux autres enfants. Nina, j'ai une question. Tout à l'heure, tu nous as expliqué qu'en fait, tu avais donc par le biais de l'association Le Génépi, tu avais travaillé dans les prisons. Et ensuite, tu as décidé de faire ton master plutôt avec la petite enfance. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la petite enfance suite à ton expérience? Alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, dans le milieu carcéral, j'ai observé beaucoup de conflits. Des conflits entre personnes détenues, mais aussi entre personnes détenues et personnel pénitentiaire. Entre personnel pénitentiaire et intervenants extérieurs. Et en fait, tous ces conflits étaient complètement laissés à l'abandon. Et un conflit qui est laissé à l'abandon risque de devenir de la violence. Et je me suis dit, en fait, c'est un haut lieu de violence et j'aimerais pouvoir proposer quelque chose en prison. Mais c'est tellement fermé, une prison, que c'était dur d'imaginer d'instaurer de la médiation par les pairs en prison. Mais je me suis dit, je crois que j'aimerais faire ça, instaurer de la médiation par les pairs en détention. Mais j'ai repris le problème dans l'autre sens en me disant, peut-être, avant d'en arriver là, est-ce que dans la petite enfance, il n'y aurait pas quelque chose à jouer avant que ce soit, entre guillemets, trop tard et d'en arriver à ce haut lieu de conflit qu'est la prison et toute cette violence. À savoir que le Labo Collectif, on garde en tête qu'un jour, on aimerait intervenir en détention, mais on veut commencer d'abord par la petite enfance. Donc là, il y a les interventions en petite enfance, mais il y a aussi des interventions, on est en train de réfléchir auprès des adultes.
des adultes dans le milieu de l'entreprise. En fait, on veut amener cette gestion du conflit et la gestion des émotions à plusieurs niveaux, donc à l'enfance, en adulte et aussi dans un milieu carcéral. Donc voilà, on veut vraiment amener cette culture-là du conflit positif. Vous souhaitez vraiment en fait être présent à tous les âges de la vie en quelque sorte, mais la petite enfance, ça reste quand même quelque chose de très important puisque c'est là en fait que tout se joue. Oui, exactement. C'est là où tout se joue pour un enfant. En fait, tout se joue oui et non parce que dans le sens où ça va être plus simple si on acquiert ces attitudes face au conflit, les bonnes, entre guillemets, les bonnes attitudes à avoir face à un conflit. On est peut-être plus réceptif quand on est enfant. C'est ça, et ça sera des mécanismes qu'on va garder après plus pour perméables. C'est ça, et les adultes, si on apprend la gestion des émotions, est-ce que les émotions, et qu'on a le droit de vivre des émotions dans la petite enfance, ce qui n'a pas été le cas, moi je viens des années 90 et on ne nous éduquait pas vraiment aux émotions, plus tard c'est difficile de revenir là-dessus et de réfléchir ensuite sur ces émotions, parce qu'on est dans des mécanismes de pensée. Et voilà, donc c'était important pour nous d'agir dès la petite enfance, donc dès la maternelle, sur cette culture positive du conflit. Du coup, je rebondis sur ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, où je t'ai coupé pour faire une petite parenthèse. Donc, tu as choisi de faire ton mémoire de fin d'année. Oui. C'est ça, je ne me trompe pas, avec l'école Le Chapoli, donc, qui est une école nouvelle. Et le mémoire, c'était la socialisation par le conflit chez l'enfant à l'école. Donc ma réflexion et mes recherches, c'était vraiment comment le conflit va nous permettre en fait de se socialiser et de rentrer en contact avec l'autre. Et finalement, il est important ce conflit dans la construction d'un enfant, dans la construction sociale d'un enfant. Et c'est ce que j'ai observé au Chapoli. Ce conflit, il doit pas être annihilé, quoi. Il doit pas ne pas exister. C'est important qu'il existe. Exactement. Au final. Oui. Et ça c'est un point de vue que tout le monde n'a pas. Souvent, on se dit j'ai besoin d'éviter le conflit, pas de conflit. Les gens sont vraiment réticents à l'idée d'un conflit. Et en fait, toi, ce que tu as pu observer sur le terrain, c'est qu'en fait, le conflit, il est très important. Exactement, parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif, conflit est égal violence. Mais en fait, non. Le conflit n'est pas égal violence. Le conflit est égal construction de normes sociales, et on a besoin de passer par là pour connaître l'autre. On a besoin d'interagir et d'être en confrontation, avoir des idées différentes, des valeurs différentes, une morale différente. Et forcément, à un moment, ça se rencontre. Et ce lieu de rencontre qu'est le conflit n'est pas forcément un lieu de violence comme on peut le penser. Et c'est un petit peu, c'est même complètement ce que véhicule l'association, le message que véhicule l'association. Le labo collectif, voilà, que tu as créé avec Mathilde Prada. Avec Mathilde Prada, justement. Donc après l'expérience du Chapoli, on s'est dit c'est dommage de s'arrêter là. Et donc Mathilde Prada, qui est juriste, m'a dit... Écoute, il faudrait monter une association, en fait, parce qu'il faut proposer ça dans d'autres écoles, c'est super. Donc la médiation existait déjà, la médiation scolaire, mais elle existait d'une manière où je ne me retrouvais pas, c'est-à-dire qu'on arrivait avec une manière de faire et d'imposer la médiation scolaire de la même manière dans toutes les écoles. Moi, quand je suis arrivée dans l'école nouvelle, avec une manière de faire que j'avais apprise dans mon master, la directrice m'a dit non, tu peux pas, tu connais pas notre école, tu connais pas notre mode de fonctionnement. Tu vas venir observer d'abord 1 mois ou 2 l'école, et puis après on va co-construire ce projet. Et en fait, ça, c'est vraiment la base de notre association, c'est qu'on va co-construire les projets avec les écoles à chaque fois. Donc, à l'école du Chapoli, ça va pas être le même projet, et on n'a pas construit les mêmes choses qu'à une école à Villeurbanne. Donc, c'est pas les mêmes enfants, c'est pas les mêmes problématiques. Les parents sont pas investis de la même manière aussi dans l'école. Donc, forcément, ça se co-construit avec tous les acteurs. Merci beaucoup, Nina. Alors, pour cette première de la main dans le sac, tu as gentiment accepté de te prêter au jeu, et tu as donc sélectionné 3 documents. Donc, c'est 3 livres que tu as sélectionnés dans les collections du Silo Moderne. Donc, tu as sélectionné Le Conflit de Georges Simmel, Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry et L'exécution de Robert Badinter. Donc, a priori, on peut penser qu'il n'y a pas vraiment de lien entre ces ouvrages.
Mais en fait, pour toi, il y en a un. Et il y en a peut-être même plusieurs, parce qu'en fait, il s'agit d'ouvrages qui t'ont marqué, qui t'ont aidé peut-être à mûrir, et peut-être même à te construire en tant que personne, en tant que professionnel. Mais c'est aussi des ouvrages qui ont peut-être été comme des béquilles un peu dans ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu peux nous parler de ces ouvrages, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Alors, je vais commencer dans l'ordre en fait chronologique, à savoir d'abord Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Ce livre, il m'a marqué parce que il véhicule le message de ne pas perdre son âme d'enfance, vraiment tout le long, quoi. Je vais vous lire, au tout début, il y a une dédicace qui m'a marquée petite. Donc, à Léon Vers, je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse, cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse, cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse, cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Vers quand il était petit garçon. Et donc, quand j'étais petite, j'avais lu cette dédicace. Et mais peu d'entre elles s'en souviennent encore, m'a énormément marquée. Parce que du coup, ça a fait naître en moi, donc voilà, c'est le monde enchanté des enfants, faut se remettre, hein, j'avais 8 ans. J'avais peur de ne plus me rappeler de mon enfance. J'avais peur d'oublier qu'on a été enfant. Vraiment, c'était une peur qui était très présente. Et voilà, et petit à petit, j'essayais de ne pas oublier mon enfance et j'ai plein de souvenirs comme ça, de moments où j'essayais de me rappeler. Donc voilà, c'était quand même pas rien, parce que pour moi c'était le début de... En fait, il y a un monde d'enfants et il y a un monde d'adultes, et il n'y a pas de lien entre les deux. Et je voulais pas croire à ça. Et j'ai bien fait de pas croire à ça, parce que je me suis dit, il faut que je garde mon âme d'enfance, et je pense aujourd'hui l'avoir gardée, et c'est un petit peu pourquoi je continue à travailler avec les enfants, et que le Labo Collectif, voilà, ça s'est d'abord tourné vers la petite enfance. C'est comment les marquer et que ça puisse rester toute leur vie. Donc ça, c'était important pour moi. Mais il était aussi important que les adultes prennent conscience que l'enfance est très très importante, que ce qui est vécu à ce moment-là, les petits conflits qu'il y a entre eux, c'est important, parce qu'aujourd'hui, dans la gestion du conflit par les adultes, on va dans n'importe quel cours de récréation, les maîtresses sont amenées à régler des problèmes entre les enfants, mais beaucoup de problèmes. Et donc pour eux, c'est pas très sérieux tout ça en fait. C'est pas très sérieux de se disputer pour un râteau ou pour. Mais en fait, dans la tête d'un enfant, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et dans le livre du Petit Prince, il parle justement de cet adulte qui est devenu trop sérieux. On parle de Monsieur Cramoisi avec ses contes qui compte et qui dit je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et aussi les enfants sont sérieux et les enfants peuvent rigoler, les adultes peuvent rigoler. Enfin, en fait, c'est qu'un seul monde. Et je demande aux adultes qui travaillent avec les enfants, en intervenant, de prendre conscience que leurs problèmes sont très importants. Il y a aussi un passage dont je voulais parler, c'était sur... Alors, je ne vais pas m'étaler dessus, mais c'est quand même sur ce que représente l'autorité. Je vais vous lire, donc c'est le moment où le petit prince va sur la planète et qui rencontre le roi. Donc il y a une grande cape qui prend toute la planète et qui est énorme. Donc je vous le lis. « Ah, voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me connaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ?» Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux », lui dit le roi, qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout et, comme il était un peu fatigué, il bâilla. « Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi, lui dit le monarque, je te l'interdis. »« Mais je peux pas m'en empêcher, répondit le petit prince tout confus. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. »« Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de bâiller. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années, les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, bâille encore, c'est un ordre. » « Ça m'intimide, je ne peux plus, fit le petit prince tout rougissant.
Répondit le roi. Alors je t'ordonne tantôt de bâiller, tantôt de... Il bredouilla un peu vexé et paraissait... Il bredouilla un peu et paraissait vexé, car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance, c'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Voilà, donc ce passage, c'est sur l'absurdité en fait, de l'autorité, et je trouve qu'il est assez touchant. Voilà, je ne vais pas vraiment m'étaler plus, mais en tout cas, dans l'association, comme j'en parlais tout à l'heure, on est sur une hiérarchie qui est horizontale et pas verticale. Et dans tous nos ateliers, on veille vraiment à ce que chacun puisse être libre de ne pas être d'accord à un moment sur la manière dont se déroule l'atelier. Donc je présente toujours des règles, je demande si les enfants sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, on reconstruit la règle ensemble. Par exemple, on dit la parole de l'autre doit être respectée. On va dire oui, mais parfois s'il dit quelque chose qui m'ennuie, voilà. Donc on va discuter de la règle ensemble. Et pour moi, c'est très important de cette hiérarchie horizontale, parce que si on arrive en imposant quelque chose, comme ce roi qui dit tu dois bâiller maintenant, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. On n'arrive plus à bâiller. Voilà. Et nous, on veut travailler avec les enfants de cette manière où en fait, on est tous d'accord sur comment vont se dérouler les choses, et puis on construit ensemble l'atelier. Chaque atelier est différent, même si mes notes sont les mêmes, mon support est le même, mais le vécu va être complètement différent parce que je rebondis vraiment sur ce qu'apportent les enfants à ce moment-là. Voilà, pour le Petit Prince. Merci Nina pour cette lecture animée. De rien. Je peux peut-être vous parler du livre suivant. Avec plaisir. Qui est... donc là, on n'est plus dans ma petite enfance. On est dans mes études de droit et on est avec l'exécution de Badinter. Badinter qui est un grand homme de loi, qui a été avocat, qui a été garde des Sceaux et qui est un homme très respectable, qui a aussi d'ailleurs œuvré pour l'association Le Génépi, qui en a été un des pères fondateurs, l'association qui œuvre en milieu carcéral. Donc dans ce livre, il parle de son combat avec un autre avocat qui est Philippe Lemaire pour éviter la peine de mort à un homme qui en fait n'a même pas commis de meurtre, qui était complice d'un meurtre. Et c'est la première fois qu'il défend une personne qui va finalement aller à la guillotine. Donc c'est son parcours en tant qu'avocat, c'est comment trouver l'humanité en fait chez un criminel et comment essayer de montrer cette humanité à un jury populaire lors de l'audience. Et c'est là, avant de venir à l'émission, j'ai relu quelques passages et c'est assez bouleversant. J'ai même versé ma larme 2 fois parce que il m'a beaucoup marqué et on est à fond dedans jusqu'au jour où il va se faire exécuter. On se dit mais c'est absurde. Donc voilà, c'est cette part d'humanité qu'il y a en chacun. Et moi, j'ai jamais vu l'homme comme bon ou méchant. Et ce livre, surtout pendant mes études de droit où j'avais un fort besoin de justice, ça a été... il m'a donné plein d'arguments, en fait. Il m'a donné plein d'arguments, notamment au Génépi, quand je faisais de la sensibilisation au public et que je tombais face à des personnes qui étaient pour la peine de mort. Avant, j'avais tendance à me mettre presque en colère et pas être dans la discussion. Et en fait, quand on lit l'exécution ou alors aussi l'abolition derrière de Robert Badinter, on a vraiment des clés en main pour discuter avec la personne. Donc je vais vous lire 2 passages qui expliquent un petit peu encore ces 2 mondes. Donc là, c'est pas le monde de l'enfant, c'est le monde de l'adulte, mais il y a le monde des méchants et le monde des gentils, pareil, auquel je ne veux pas croire. Donc, ainsi, le criminel par passion dans les temps et les lieux où l'on croit à l'amour fou, ou à l'honneur des maris, ou à la vertu des filles, est acquitté bien que coupable. Que signifie cette décision, sinon que les jurés ont fait leur la cause du criminel qui se sont reconnus en lui. Or, ces cas exceptionnels, le criminel demeure pour le jury menace ou objet d'horreur. Or, l'accusé est un criminel ou fortement soupçonné de l'être. À ce titre, il est hors de la société des autres hommes. Ceux qui le jugent instinctivement éprouvent qu'il est d'une autre race qu'eux. Il y a ainsi sous-jacente, dans une audience d'assises, une sorte de racisme judiciaire, inconscient, inavouable, omniprésent, qui fait qu'il y a d'un côté les honnêtes gens, et d'abord ceux qui jugent, et de l'autre côté le sacrilège, celui qui a violé les interdits.
C'est ce bloc secret mais pesant jusqu'à l'angoisse que l'avocat affronte et contre lequel il a souvent l'impression d'user vain ses forces. L'avocat est placé par sa fonction même hors de cette communauté. Elle le regarde, l'écoute, mais parce qu'il lutte pour cet autre dans son box, il est, d'une certaine façon, devenu lui aussi étranger pour le temps de l'audience. Voilà, donc c'est assez fort cette position de l'avocat qui en fait se retrouve peine perdue devant des jurés qui font leur cause et qui imaginent dans un cas, on va prendre un cas qui touche beaucoup et quand on parle de peine de mort, souvent les personnes disent oui mais si on viole mon enfant, je veux que ce pédophile meure. Voilà, et donc si on a un juré populaire, il va imaginer comme ça et Badinter. Non, pour lui, on ne pense pas à une société par son propre prisme et par son affect. On pense à une société autrement, plus largement, et il faut être objectif, en fait. Donc il y a ce passage, et un passage, voilà, ce qui explique aussi ce que ressentent ces jurés et pourquoi on ne peut pas leur donner la clé de mort ou de vie d'une personne, qui est assez frappant. Donc, la haine était partout. Je me sentais comme traversée par ces ondes qui de toutes parts enveloppaient le box des accusés. La haine est pesante, elle pesait ce jour-là de tout son poids sur ces deux hommes. Et nous, les avocats, nous étions là, devant eux, avec l'impression d'impuissance de ceux qui essayent de toute leur force d'arrêter de leurs mains un véhicule trop lourd qui, frein cassé, a commencé de descendre la grande pente et vous entraîne avec lui irrésistiblement vers l'abîme. Du public au fond de la salle montait par instant une rumeur, un grondement sourd, quand un témoin donnait un détail effroyable. Voilà, donc sur ce sentiment de haine qui, en fait, pour moi, a été... Enfin, je suis très étrangère à ce sentiment de haine et il me questionne beaucoup. Quand je rencontre des personnes qui ont de la haine en eux, j'essaye toujours de comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Pour moi, c'est des criminels, en fait, qui portent aussi de la haine. J'en ai vu en détention des personnes qui avaient tellement de haine entre eux et qui avaient encore plus de haine à être dans ce lieu de privation de liberté qui faisait fructifier ce sentiment. Et surtout, c'est un sentiment qui est contagieux pour moi, qui se transmet par empathie. Et je trouve qu'il est dangereux. Voilà, donc je voulais lire ce passage pour parler de la haine et nous, dans nos interventions et dans le labo collectif, on essaye justement d'amener une connaissance des émotions chez la personne pour lui éviter à un moment d'être dans un déni total de tout ce qu'il ressent et être dans un bouillon pas possible, dans une tempête émotionnelle et finalement se retrouver avec apporter de la haine parce que rien n'a été détricoté dans sa vie et tout a été... Parce que souvent, derrière la haine, il y a autre chose en fait. Oui. Alors aux enfants, je leur présente dans le petit scarabée des émotions, ils parlent d'une poupée, la poupée russe des émotions, qui est voilà, une poupée russe, elle contient une plus petite poupée, jusqu'à la toute petite qu'on ne peut plus ouvrir. Et aux enfants, je leur présente leurs émotions comme une poupée russe. Donc je leur dis, quand il y a de la colère, à l'intérieur, on ouvre et en fait, parfois, il y a de la tristesse. Et de même, après, ils disent, ah oui, et parfois, on a juste trop la honte. Ah oui, on a le sentiment de honte. Alors voilà, on essaye d'ouvrir les poupées des émotions. Parce que c'est assez complexe, en fait, finalement, de ressentir ça. Mais chez les enfants, c'est plutôt naturel, en fait, quand on les prend assez tôt, encore une fois, et qu'on parle de ça avec eux, c'est beaucoup plus simple qu'avec un adulte. Quand je parle avec des amis sur ce qu'ils ressentent, pour leur faire dire la dernière poupée de leur émotion, voilà ce qu'il y a là-dessous, c'est pas si simple, en fait. C'est même très, très compliqué parce qu'on n'a pas ces mécanismes de pensée-là. Et ça, c'est quelque chose avec l'association qu'on veut apprendre. On veut vraiment lutter contre cette méconnaissance totale de ce qu'est nos émotions. On a toujours plus peur quand on est adulte de poser des mots sur les choses. Ça nous confronte directement, en fait. Alors que quand on est enfant, il y a forcément plus de spontanéité. Et les mots ont peut-être moins de poids, en fait. Avec le temps, on apprend... on a conscience du poids des mots. Et c'est vrai que... Il y a un sentiment de honte quand on est adulte, mais qui n'est pas le même quand on est enfant. Je crois vraiment que l'adulte, il intellectualise énormément. Il intellectualise ses émotions. Et ah oui, ça me fait penser, j'ai oublié de vous parler dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il parle justement de ça, je reviens, je fais juste un petit retour arrière sur le renard qui va dire qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, que l'essentiel est invisible. Et en fait, il parle de ça, comment déconnecter un cerveau et comment se reconnecter aux émotions. Et ce livre, c'est ça aussi. C'est Le Petit Prince, il dit à un moment, les yeux sont aveugles, on voit bien qu'avec le cœur. Voilà, c'est...
en fait, un enfant, c'est très simple pour lui de voir avec le cœur. Un adulte, il a appris à faire autrement et quand il se retrouve avec toute cette haine, c'est encore pire parce qu'il intellectualise et il y a beaucoup de choses derrière, quoi. Il y a beaucoup plus de vécu, en fait, tout simplement, déjà. Et c'est vrai que les enfants, quand on regarde une médiation entre enfants, le problème est résolu, mais très très rapidement. Moi, j'ai fait des médiations avec des adultes dans une entreprise, mais je me suis dit, on va jamais s'en sortir. Il y avait tellement de choses derrière, des histoires passionnelles, des histoires d'amour, des histoires... Tout se mélangeait, tout était confondu. Il y avait il y avait de l'ego, il y avait énormément de choses. Et puis l'inhibition. Oui. L'inhibition, beaucoup. Oui. Oui, les enfants, ils disent très simplement les choses. Ils vont droit au but, en fait. Quand ils règlent leur conflit, ils vont droit au but. Et c'est, là, t'as fait ça, c'est comme ça. Là, qu'est-ce que tu voudrais ? Bon, je voudrais bien un poème, en excuse. Ok, bon, je te fais le poème, je te l'écris. Non, je préfère que tu me le récites et que tu me regardes dans les yeux quand tu me le récites. L'autre enfant ne voit aucun problème à le regarder. Et puis lui, un adulte, il va dire, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il cherche ? Mais non, mais... Enfin, il va se poser 1 million de questions, il va intellectualiser, alors qu'un enfant, la réparation est... Enfin, tout se passe... On est assez surpris, les adultes qui ne connaissent pas la médiation sont assez surpris de la manière dont, en fait, ils s'autogèrent très, très, très bien. Voilà, c'était mon petit retour arrière sur Le Petit Prince et sur l'écoute des émotions qui est quand même un point très important de ce livre. Donc là, on retourne sur Robert Badinter, l'exécution. Oui, pardon, on retourne sur Robert Badinter. Alors, donc, le jour de son exécution, Bontemps, et là, on a les 2 avocats qui arrivent dans la cellule avant qu'il se fasse guillotiner. Alors commença une chose extraordinaire. Philippe prit Bontemps par le cou et lui parla. Ce n'était pas un discours, mais une incantation verbale où, sans cesse, revenait le mot « courage ». « Tu es bien, tu es formidable, tu as du courage ». Je ne sais pas si Bontemps comprenait tout ce que Philippe lui disait à phrases décousues, mais elles entraient en lui, le protégeaient, écartant la réalité. Seule importait la voix amicale, les mots familiers, cette tendresse secrète qui faisait irruption dans cette cellule, et berçait Bontemps au moment de mourir. Ce que Philippe accomplit en cet instant dépassa tout ce qu'un avocat peut espérer jamais atteindre au service de la défense. Il interdit à l'horreur d'entrer, et Bontemps, magnétisé par cette tendresse, cette force que Philippe déversait en lui, continuait de sourire. Il avait mis ses lunettes, il enfilait sa chemise, il voulait se rouler une cigarette, ne trouvait plus de tabac. Voilà, c'est ce moment avant de mourir et cette amitié qui s'est créée entre un avocat et son client, qui va, enfin, au-delà d'un client, en fait. Là, il y a un combat, il y a beaucoup de choses. Et comment une personne qui a commis des choses horribles, qui est un criminel, qui appartient à ce monde qui n'est pas le nôtre, enfin, pour beaucoup, comment, en fait, il y a beaucoup d'humanité dans ce passage-là où, non, il a besoin, enfin, il va être guillotiné, là, il va mourir, et ça fait des mois qu'il se bat pour ne pas mourir, qu'il a demandé la grâce présidentielle, enfin, qu'il a essayé tous les recours possibles, et là, on y est, c'est le jour, il se lève le matin et il va à sa mort. Et je trouve que c'est... Je n'en reviens pas qu'on ait tué autant d'hommes, en fait, de cette manière-là, pour la justice, et comment ça peut soulager la peine d'une autre personne, parce que ça la soulage pas, en fait. Les personnes qui voient mourir le criminel ne sont pas soulagées de leur peine. Leur perte reste une perte et ça ne répare pas. Voilà pourquoi encore je crois au mode alternatif de règlement de conflit et que je ne crois pas en la punition qui ne va pas réparer une personne qui a vécu un traumatisme. Je pense qu'elle sera plus réparée en voyant l'humanité qu'il y a dans le criminel qui lui a ôté quelque chose, en voyant, même si elle le déteste de tout son âme, mais en voyant peut-être les larmes, le regret, le pardon, même si elle lui accordera jamais, mais qui est une discussion, qui est quelque chose. Et donc pour faire lien un petit peu avec le livre suivant. Qui est donc Le conflit de Georges Simmel, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc dans ce livre, pour moi, de Robert Badinter, c'est assez clair, c'est comment désamorcer la violence, comment arriver avant. Et du coup, c'était important de se pencher sur le conflit. Qu'est-ce que le conflit ? Est-ce que c'est la violence ? Et donc, dans mon mémoire de fin d'études, mes recherches, je suis tombée sur le livre de Georges Simmel sur le conflit.
qui a été un peu mon livre de chevet pendant mon mémoire. Je suis beaucoup revenue dessus parce qu'il parle vraiment de la socialisation par le conflit chez l'enfant. Donc lui, Georges Simmel, peut-être qu'il est moins connu que les autres, je le présente, il est né en 1858 et il est mort en 1918. Et c'est un philosophe et sociologue allemand. Il a été un peu moins connu que d'autres sociologues, mais il a quand même beaucoup marqué... il a apporté déjà ce concept de socialisation. Donc c'est un concept qui va remonter à Émile Durkheim et Georges Simmel, ça se prononce, pardon. Donc littéralement, on va entendre par socialisation une entrée en relation sociale, donc une confrontation à l'autre et forcément à l'univers conflictuel. Donc Georges Simmel, il va affirmer que le conflit fait partie intégrante des liens sociaux. Donc je vous lis un passage. Si toute interaction entre les hommes est une socialisation, alors le conflit doit absolument être considéré comme une socialisation. Dans les faits, ce sont les causes du conflit, la haine et l'envie, la misère et la convoitise, qui sont véritablement l'élément de dissociation. Une fois que le conflit a éclaté pour l'une de ces raisons, il est en fait un mouvement de protection contre le dualisme qui sépare et une voie qui mènera à une sorte d'unité, quelle qu'elle soit, même si elle passe par la destruction d'une des parties. Voilà, donc il parle vraiment que de par sa nature, un conflit va tendre à une réconciliation. Donc il va y avoir un mouvement de protection contre le dualisme qui sépare. Ça va être l'existence même d'un conflit qui va permettre la création et l'amélioration des rapports sociaux et même la création de règles sociales, de normes dont je parlais tout à l'heure. Il explique que, considérant en fait toutes ces interactions entre les hommes, le conflit, ça va être une des interactions les plus présentes entre les individus. On ne peut pas passer outre le conflit, on ne peut pas juste ne pas le regarder, on ne peut pas juste demander aux enfants, comme je l'ai entendu dans beaucoup de récréations, « Oh, fais pas attention, c'est pas grave, tant pis, ça passera. » On ne peut pas mettre sous le tapis et passer outre. Non, parce qu'il ressortira autrement en violence, probablement, dans le pire des cas. Voilà, donc grâce à Georges Simmel, j'ai enfin eu cette confirmation que j'avais en moi, qui était déjà un petit peu là, mais je n'arrivais pas à le matérialiser, que le conflit est positif. Le conflit est important. Le conflit n'est pas égal violence, qu'on disait tout à l'heure, et ça va être une chance, une opportunité de connaître l'autre et de connaître ce qu'il y a au fond de lui. Parce qu'en fait, en médiation, on présente souvent le conflit comme un iceberg où on va avoir la face visible de l'iceberg et la face cachée. La face visible, c'est le conflit qui éclate, c'est l'objet qui peut être le râteau entre deux enfants. Et puis la face cachée, ça va être les intérêts, les valeurs, la morale de chacun. Et donc, aller en médiation, je dis aux enfants, vous êtes des petits plongeurs et vous allez regarder l'iceberg en dessous et vous allez chercher à montrer, à faire se rencontrer les deux morales, les deux valeurs, les deux intérêts. Et dans le conflit, on a justement cette chance d'aller connaître l'autre et d'aller connaître sa morale, quelles sont ses valeurs, qui il est et qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas d'accord avec moi aujourd'hui pour une raison ou pour une autre. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison, et il n'y a pas qu'une raison souvent. Et il n'y a pas qu'une émotion souvent, et il y a plein de choses. Donc voilà, c'est important pour moi d'accompagner les enfants à gérer ce conflit, connaître ce conflit, l'appréhender, savoir quelles attitudes on peut adopter pour pas qu'il y ait une escalade de violence, et les aider à prendre conscience de la réalité de l'autre. Pour vous donner un exemple, pendant l'écriture de mon mémoire, du coup, quand j'étais en stage à l'école du Chapoly où j'essayais de construire un projet de médiation, co-construire un projet de médiation avec l'équipe, dans mes temps d'observation, j'ai pu observer beaucoup de conflits, mais pas que entre les enfants, aussi entre les adultes. Et au début, je me sentais presque, c'est pas bien dit, mais presque malsaine à observer ça, à me dire, c'est bizarre, je vois des choses là, quand on se met vraiment en retrait et qu'on observe ça, ça me paraissait... Puis en fait, non, ça a été assez naturel. Je me suis dit, non, c'est des choses qui se passent. J'ai observé des enfants qui se disputaient pour tout et rien, un stylo, un regard par-dessus la feuille pendant qu'on écrit, tu m'as copié, ça pouvait être tu n'as pas voulu jouer avec moi, ou ils avaient un magasin de pierres précieuses, donc il y avait beaucoup de conflits autour de ce magasin de pierres précieuses. Et en fait, dans cette école nouvelle, c'est ça qui était intéressant, il y avait des assemblées pour parler des problèmes. Donc vraiment, donc ces pierres précieuses, on en parlait en assemblée avec les adultes et il y avait un espace pour échanger autour de ce conflit. Et tout était pris vraiment au sérieux.
Et finalement, en fait, je m'arrêterai là après, parce que j'ai beaucoup parlé, je crois. Finalement, ce qui était le plus inquiétant à la fin de mes observations, ça a été un petit garçon que je trouvais très mignon. C'est vraiment ce petit garçon qui dit rien et que je me dis, oh là là, c'est l'enfant parfait. Et en fait, il m'a inquiétée à la fin de mes observations parce que je me suis rendu compte qu'il avait des interactions sociales avec personne. Il n'avait de conflit avec personne. Et je suis plus inquiète pour cet enfant-là que pour l'enfant qui rapporte des problèmes à la maîtresse toutes les 3 secondes. Parce que cet enfant-là, il est plutôt seul et il n'est pas avec l'autre encore. Voilà. Merci beaucoup Nina d'avoir pris du temps, de nous avoir accordé ce moment pour nous parler de ces documents et surtout de nous avoir parlé de ton travail au sein du Labo Collectif et de ta vision du conflit. Merci beaucoup de m'avoir reçue et puis j'espère que le message est passé. Conflit n'est pas égal violence et ne l'évitons pas. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pourrez bien sûr retrouver tous ces documents au silo moderne de la Bibliothèque municipale de Lyon, à La Part-Dieu.